à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Pulse. Olivier est écuyer du Cadre Noir et instructeur à l'École nationale d'équitation de Saumur, et j'ai eu la chance de faire sa connaissance lors d'un stage enseignant à Saumur en 2018. J'ai alors découvert un personnage passionnant avec un parcours et une culture équestre incroyables. Pour vous planter un peu le décor de son parcours professionnel, Olivier a démarré comme palefrenier à 15 ans à l'école du Haras du Pin. Et il le dit lui-même, ce sont les rencontres, alliées à évidemment beaucoup de travail, qui l'ont amené à devenir enseignant puis instructeur. Les rencontres à l'instar de celles avec Jean-Luc Force, qu'il a pris sous son aile pour lui faire passer le BE2. Et pendant plusieurs années, Olivier a préparé des jeunes chevaux, certains pour les Jeux Olympiques, et a formé beaucoup d'enseignants en Angleterre, Italie, Suisse, avant de revenir en France et gérer 2 structures équestres en Vendée, tout en formant les jeunes chevaux du Puy du Fou. En 96, il décide de rentrer à l'ENE, et depuis, Olivier a évolué au sein de l'école, mais aussi dans son parcours personnel de cavalier et enseignant, puisqu'il s'est formé il y a quelques années à l'éthologie auprès de Léa Lansade, une éthologue reconnue en France. Aujourd'hui, sa capacité à allier équitation de tradition française et éthologie en fait un personnage à part au sein de l'ENE et aussi au sein du monde équestre. Plus globalement, c'est son approche et sa vision moderne que j'ai souhaité explorer dans cet épisode. On a donc longuement évoqué son parcours à l'ENE et on a aussi parlé d'éthologie, de longue graine, du rôle des enseignants, des mécanismes d'apprentissage et des récompenses alimentaires, mais aussi bien sûr de l'avenir de l'équitation. Olivier nous expose ici sa vision et souhaite éveiller les consciences. De belles pistes de réflexion pour nous tous qui côtoyons les chevaux, quel que soit notre parcours. Je vous laisse donc en sa compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, merci beaucoup Olivier d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée de t'avoir dans le podcast, vraiment. Merci à toi, c'est un plaisir. Voilà. On va parler chevaux, évidemment. On va parler de ton parcours, du mélange entre équitation de tradition et puis l'éthologie. Donc plein de choses passionnantes. Alors tu es aujourd'hui instructeur à l'École nationale d'équitation de Saumur, après un parcours particulièrement riche auprès des chevaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es venu à intégrer l'ENE, quel a été le processus en fait? À l'ENE, en fait, c'est toute une histoire parce que déjà, quand j'ai fait l'instructorat, donc 87, 88, à l'époque, c'était le colonel Bourgard. Et à suite de ça, il m'avait dit, est-ce que ça vous tenterait un jour de rejoindre le Cadre Noir? Forcément, je pensais jamais à ça et il m'a mis ça dans la tête comme si on nous avait mis une petite puce dans la tête. Et puis il m'avait dit, écoutez, je vous préviendrai quand il y aurait des places qui se libèrent, etc. Et puis effectivement, c'était juste avant que je parte en Suisse. Aïe. Il m'avait contacté en me disant, voilà, il y a des places. Venez vous présenter, mais il ne savait pas qu'il y avait un profil de poste. Et sur le profil de poste, il fallait avoir 27 ans, je pense. Et j'en avais 28. Voilà. Donc déjà, je passais pas le premier test, on va dire, sur le côté administratif. Donc quand je lui ai dit, il m'a dit, c'est vraiment dommage, c'est bizarre qu'ils mettent ces profils de poste. Voilà. Et en fait, je suis rentré, il n'y avait plus de profil de poste et j'avais 37 ans. Je crois que je suis celui qui était le plus vieux à rentrer parce que généralement, ils prennent entre 27 et 30 ans. Oui. C'est très rare qu'ils prennent quelqu'un à 37 ans. Mais on va dire que voilà, j'avais une expérience de terrain, de formation d'enseignant où j'ai formé à peu près des enseignants partout où je suis passé. Et puis, j'avais une expérience en compétition, j'avais une expérience surtout en spectacle. Et voilà, c'est ce qui m'a certainement aidé. Donc ça, voilà, c'était en 99. Et pourquoi, du coup, avoir intégré l'ENE? Quelles étaient tes motivations pour ça? Alors, c'est vrai que lorsque j'ai fait le cours d'instructeur, c'était la formation longue, on restait 1 an. Et c'est vrai que c'est un rêve de passer 1 an à penser juste à soi, Ouais.
monter des bons chevaux avec des bons enseignants dans des belles installations. Oui, dit comme ça. Bon, ça fait rêver, hein, Ouais. ça, forcément, ça fait rêver. Et étant attaché à la tradition équestre, forcément, je me disais, voilà, c'est là que ça se passe, pouvoir enseigner cette tradition et dans les bonnes conditions. Et continuer surtout, moi, ce qui m'a toujours intéressé, et c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes enseignants, c'est un travail d'une vie. C'est pas juste je passe un examen et ça s'arrête là. C'est un travail de toute une vie. Hein. Mm. Le père de mon professeur, Hugues Persine, Jean-Marie Persine, me disait mais pour tout savoir, il faudrait presque 2 vies. C'est sûr. Alors quand un monsieur comme ça, qui avait son niveau, me disait ça, alors après vous restez très très modeste, hein, c'est clair. Ouais. Il avait un très très haut niveau et il me disait mais Olivier, il faut 2 vies pour tout comprendre. Ouais. Alors il faut jamais, enfin bon, quand on est passionné, après c'est pas non plus difficile. Hein, quand on est passionné, on apprend facilement. C'est pour ça que j'ai pu aussi, bon, on en parlera dans mon parcours à l'ENE, à un moment donné, rentrer à l'université, puisque le BE2 m'avait donné une équivalence à une licence, et du coup j'ai pu rentrer à l'université pour faire un diplôme en éthologie scientifique. Mais à un moment donné, c'est vrai que même si, vous voyez, moi j'ai pas été très longtemps, enfin j'ai pas poursuivi des études supérieures, mais à un moment donné, quand on est motivé et on n'est pas, il y en a pas un qui est plus bête qu'un autre. Hein, il suffit de travailler et quand on est motivé, ça marche. Hein, c'est juste une question de travail. Donc Ouais. moi je dis toujours aux jeunes, attention, hein, c'est pas, on s'arrête pas quoi. On travaille tout le temps. Moi, ma formatrice disait que c'était un permis et qu'une fois qu'on l'avait, il fallait C'est pratiquer, il ça. fallait continuer à. Enfin, si tu C'est roules pas, tu oublies comment conduire, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait conduire. Hein. Donc Mm. voilà, on est apte à conduire, mais on va apprendre à conduire tout au long de sa vie. Ouais. Et l'équitation, c'est ça. Alors c'est un domaine tellement vaste, le cheval, l'équitation et tout ce qu'on peut, voilà, tous les à côté, que il suffit de choisir. Comme moi, j'ai choisi à un moment donné pour bon, ça s'est fait par hasard. Je vais en parler dans mon parcours à l'école. Mais ce que je conseille toujours aux enseignants, c'est quelque part un peu d'avoir un coup d'avance euh, sur les autres aussi. Il y a une compétition aussi après voilà, dans la vie, hein, Mm. avec les autres centres équestres qui sont autour de soi. Il y a quand même une concurrence, il y a quand même. Et pour ça, il faut se différencier. Et pour se différencier, je pense que, alors quand les gens me disent, oui, je fais du dressage, mais il y a combien de gens qui font du dressage et du CSO et du complet Je dis, il faut avoir un truc à toi, à côté. Bon, Mm. moi, ça s'est fait un peu par hasard sur les longues rênes et sur l'éthologie. Mais maintenant, je suis beaucoup, beaucoup plus demandé pour ça que pour du dressage, alors que Ouais. c'est quand même ma discipline et voilà, Il faut je se peux dresser un spécialiser, cheval ouais. jusqu'au Grand Prix. Mm. Mais voilà, c'est parce que je suis devenu un expert dans ces choses-là. Alors du coup, une fois que tu es rentré à l'ENE, quel a été ton parcours ensuite? Donc ça fait un petit peu plus de 20 ans. Quelle a été ton évolution au sein de l'école? Ouais, alors, donc je vais expliquer un peu mon parcours à l'école. Je rentre en 99 à l'école, en février 99. On est un an encore, on va dire, à l'essai. Hein. On D'accord. passe pas en noir tout de suite quand on rentre à l'école nationale d'éducation. Même si vous réussissez le concours d'entrée, au bout d'un an, on peut encore vous remercier. Hein. Bon, Ouais, ok. c'est assez rare parce que vous avez été sélectionné. Ensuite, ben forcément, vous êtes heureux d'être là et vous bossez hein, la première année. Enfin, je dis pas la première année, on bosse sans arrêt, mais je veux dire la première année, on est regardé, donc on y va. Ouais. Et puis on passe en noir ensuite au bout d'un an. Donc moi, je suis passé écuyer au cadre. Alors d'abord, on passe. Moi, je suis civil, donc les civils, on a des grades comme les militaires, et pour un civil, c'est sous-écuyer, écuyer et maître écuyer. Donc D'accord. quand on rentre au cadre, on rentre en tant que sous-écuyer et on va passer écuyer au bout d'un moment. Ça peut être au bout d'un an ou au bout de 2 ans.
là, on m'avait confié ensuite la formation de la mise en selle des BE2. Voilà, donc j'étais avec un monsieur qui s'appelle Jean-Franck Girard, qui a pris sa retraite il y a quelques années. Et voilà, je m'occupais de la formation mise en selle. Ces formations ont un peu disparu parce que maintenant, ils n'ont plus que trois chevaux dans les disciplines olympiques. Mais avant ça, ils avaient en plus encore un cheval pour la mise en selle. J'ai fait ça pendant une bonne année et ensuite on m'a confié la formation des élèves étrangers. Donc il y avait un cours qu'on appelait le cours de perfectionnement équestre qui était réservé aux étrangers qui voulaient passer un diplôme. Souvent, c'était des gens qui n'étaient pas, enfin, qui pouvaient en fait enseigner chez eux sans diplôme. D'accord. Il n'y avait pas besoin de diplôme pour enseigner, mais du coup, il n'y avait pas de formation non plus avec. Dans leur pays. Et eux voulaient une formation, voilà. Donc, ils voulaient une très bonne formation. Et comme le cadre noir à l'École nationale d'équitation est reconnu mondialement, ils venaient là dans ce cours. Ce cours a été supprimé il y a quelques années parce qu'ils ont voulu diminuer les effectifs de chevaux. Et ils auront préféré supprimer ce cours-là et laisser les cours justement pour les diplômes français. D'accord. Du coup, mais à cette époque-là, voilà, moi je me suis occupé de ça quelques années dans la discipline du dressage. Le CPE s'est transformé dans le titre après en la FIM, la formation internationale de moniteurs d'équitation. Voilà, le contenu était le même, c'était le titre qui changeait. Donc voilà, et ensuite voilà, j'ai fait ça jusqu'en 2017 et ensuite on m'a confié la coordination du DEGEPS. J'ai fait ça juste un an parce que suite à ça, ils ont mis en place un nouveau diplôme. Ils voulaient que ce soit moi qui m'en occupe. Ça s'appelait le CCS. C'était pas un diplôme, c'était un certificat. Ça s'appelle CCS, certificat des compétences spécifiques. C'était en fait un certificat INSEP. Et l'INSEP a bien voulu en fait le faire basculer au niveau de l'équitation. Seulement, c'est que cette année, l'INSEP en fait a une politique un peu différente en vue des Jeux Olympiques de 2024, et ils ont arrêté ces formations. Mais comme nous, on était dans le package, et ben du coup, on l'a transformé en fait. Le contenu est le même, seulement on l'a appelé le CEP, certificat d'expertise en pédagogie. Alors, d'accord. C'est pour qui du coup? C'est pour des enseignants qui, à un moment donné, veulent avoir un bagage plus important sur la pédagogie. Mais ça veut dire aussi sur une meilleure connaissance du cheval et du cavalier. Donc, et beaucoup, en fait, on travaille sur des transferts d'apprentissage. Par exemple, moi, dans ma discipline, les longues graines, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Mais ça, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des longues graines. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme travail pour le cheval dans ce travail-là, aux longues graines, qui va lui servir après dans le travail monté? Vous voyez, c'est tous les transferts que le cheval va pouvoir super. faire. Voilà, et donc là, il y a beaucoup de transferts que l'on peut faire, du travail à pied au travail monté ou dans d'autres situations. Par exemple, tous ces transferts, par exemple, sur des exercices qu'on va appeler type voltige. Voilà, donc ça, j'ai pris ça en 2018. Et donc, en parallèle de ce parcours, tu as passé un diplôme en éthologie scientifique à l'Université de Rennes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, et entre deux, j'ai été passé, c'était en 2000, j'ai fait la formation 2012-2013, un diplôme en éthologie scientifique à l'Université de Rennes, la direction de Martine Hausberger. Et en fait, j'ai fait ça parce que je me suis toujours intéressé à la psychologie des chevaux. Et à un moment donné, à l'ENE, dans mon parcours à l'ENE, j'ai fait donc quand on rentre à l'école, on a 3 missions. La formation, forcément, puisqu'on est une école, la compétition, parce que c'est la vitrine un peu aussi de notre savoir-faire. Et la présentation, les présentations publiques et les galas pour maintenir la tradition équestre, etc. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, en fait, donc dans ces galas-là, j'ai fait les tableaux, un an les tableaux des sauteurs, j'ai fait pendant 6 ans le tableau historique et le tableau des longues graines avec Verdi. C'est là où quelque part, voilà, j'ai
j'ai eu cette formation au Longren et puis voilà cet intérêt pour ce travail-là. Hein, c'est là où ça s'est passé. Et puis après, j'ai fait la reprise des écuyers pendant 10 ans. J'ai refait le tableau des Longren à l'obstacle pendant 1 an et demi. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans les tableaux. Et au bout de 10 ans, comme il y avait beaucoup de monde à cette époque-là pour assurer les galas, etc., je venais de mettre à la retraite Verdi. J'avais pas trouvé un cheval pour le remplacer. J'avais eu un cheval, mais qui manquait un peu de dynamisme. Et Verdi, vraiment, il avait beaucoup de moteur, il avait énormément d'énergie. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, même au Longren, des chevaux, parce qu'au Longren, il faut que le cheval avance tout seul. Hein. Il faut pas le pousser. Voilà, donc il faut vraiment. Mais quand vous avez des galas où vous avez 3 soirées de suite, et qu'il faut faire du piaffe, du passage, etc., je vous assure qu'à la 3e soirée, les chevaux, bon, ça commence déjà à se calmer. Ouais, alors, si vous avez déjà un cheval avec un gros moteur et beaucoup d'énergie, vous avez encore de l'essence au 3e gala, mais si vous avez un cheval qui manque un peu de sang, 3e gala, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus personne. Ouais, d'accord. Donc voilà, j'avais trouvé un bon cheval, mais il n'avait pas cette énergie pour pouvoir faire ces galas. Les galas, c'est comme les championnats en fait. Hein. C'est sur la durée. Hein. C'est que les chevaux doivent être là. Ouais, Hein. c'est de la Vraiment, performance. ouais. Ah oui, il faut que ça soit vraiment des athlètes. Hein. Donc bon, j'avais plus de chevaux pour faire les Longren. Mon cheval de manège vieillissait. J'avais commencé à dresser un jeune cheval, mais ça, c'est toujours la même histoire. On ne sait pas s'ils vont avoir la tête et toutes les qualités quand on démarre pour voir si ça va le faire. Et ça, voilà, il était un peu difficile. On voyait que ça lui convenait pas. Et puis à ce moment-là, moi, je voulais développer beaucoup de choses à l'école au niveau formation. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'arrêter les présentations et de développer ce que j'avais envie de développer à l'école. Sur les propositions que je leur avais fait, ils m'avaient dit, il n'y a aucun problème, quand il y avait beaucoup de monde pour assurer les galas. Je me suis dit, bah, allez, c'est peut-être l'occasion de passer qu'à la formation et puis de développer ça. D'accord. Voilà. Et tu avais l'éthologie déjà depuis un moment en tête, en fait. Alors du coup, voilà, j'avais ça en tête parce que je voyais bien qu'il y avait ce courant au niveau de l'éthologie scientifique qui arrivait. Alors même si les éthologues ne divulguaient pas trop encore les connaissances ou ne les vulgarisaient pas à cette époque-là, on sentait qu'il y avait quand même une mouvance et qu'il y avait un besoin au niveau donc voilà du public et on sentait qu'il y avait voilà qu'il y avait quelque chose qui arrivait quoi. Ouais. Et c'est là où je me suis dit bon bah allez, alors moi je m'occupais déjà de chevaux qui posaient des problèmes de comportement et je me suis dit mais là il faut aller faire. Enfin, c'est une vétérinaire qui m'a conseillé vraiment de faire ce diplôme. Ah oui. En me disant bah tu pourras donner des cours après et puis ça va t'apporter un plus forcément. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré parce que c'est vrai qu'on a une connaissance dans tous les examens qu'on passe minime quand même hein, sur le comportement des chevaux et tous ces savoirs. Donc voilà, ça m'a permis de mieux comprendre d'une manière globale ce qu'était le cheval, son comportement. Et là, j'ai adoré travailler justement pendant ce diplôme sur les apprentissages. J'ai beaucoup mieux compris comment le cheval apprenait. Et oui. Et c'est là où Léa Lansat, qui nous donnait les cours sur les apprentissages, m'a dit, écoute, comme elle travaille pour l'IFCE, elle me dit, j'ai une commande d'écrire un livre sur les apprentissages. Est-ce que tu peux m'aider sur trouver des phrases d'anciens écuyers qui correspondraient au texte que je mettrais et surtout faire les photos pour le livre avec les chevaux. Voilà. Et je venais juste de recevoir un cheval qui était, on en parlera tout à l'heure, de raid, qui était compliqué, mais je venais juste de recevoir. Donc c'est pas lui qui a été le plus souvent en photo. On a fait quelques photos avec lui, mais c'est pas lui qui était. Oui, je pensais qu'il avait été justement le moteur pour écrire ce livre, mais finalement ça a été l'inverse.
Ben, en fait, ce qui a été le moteur après, c'est de faire des conférences surtout. D'accord. Après le bouquin, où là, on a été beaucoup demandé et moi, je continue à être demandé pour justement faire des conférences sur les apprentissages. Bon, Hmm. Léa travaille à l'INRA à Nouzy, près de Tours, et elle travaille pour l'IFCE, mais elle est prof aussi à l'université. Elle a pas énormément de temps. Ouais. C'est pour ça que le livre qu'on a écrit, à quel elle a surtout écrit, moi j'ai participé, mais c'était en 2015, ils ont tout vendu et l'IFCE a fait la commande de le rééditer, mais en le complétant. Et comme Léa n'avait pas le temps, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux t'en occuper? Et là, je l'ai complété. Alors le livre va sortir, j'espère peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. J'espère qu'il sortira avant la fin de l'année. Ah, génial. Donc c'est le même trip, c'est travailler son cheval selon les principes des apprentissages. Et là, par contre, comme Léa avait marqué beaucoup de tout ce qui était théorique, elle avait mis quelques exemples pratiques. Mais là, je vais montrer avec les photos que j'ai fait avec Red sur tous ces apprentissages, comment j'ai pu justement sortir voilà, de problèmes qu'on rencontrait avec ce cheval-là et comment j'ai pu réussir à régler ces problèmes-là. Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement de Red, de ce cheval et du travail que tu as fait avec lui? Alors du coup, Red, il a 15 ans et c'est un cheval qui a été. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au cas de ce cheval-là parce qu'il y a eu voilà un peu de publicité qui a été faite autour de ce que je faisais avec lui dans la presse équestre. Hein. Cheval Magazine a fait tout un article. L'éperon aussi. Et puis comme je fais pas mal de conférences qui sont maintenant sur et qui VOD Ouais, les de webconférences, ouais. l'école sur les apprentissages. Voilà, on parle beaucoup de ce cheval-là. Ouais. Pour les auditeurs, je mettrai en note de l'épisode les liens vers les webconférences d'Olivier où il explique davantage les renforcements et mécanismes de l'apprentissage si vous voulez développer un petit peu ces sujets. Ce cheval-là avait été acheté à 3 ans pour faire un sauteur. Voilà, il a fait les 4 ans et les 5 ans en CSO. À l'époque, il faisait ça. Maintenant, ils font autrement. Mais et à 5 ans, il a commencé à rétiver. En fait, c'est un cheval qui. Alors, je viens en fait de trouver le contact de son éleveur. Donc, Ah, je vais génial. essayer voilà, je vais appeler l'éleveur pour savoir comment il était quand il était poulain, parce que lui, il a vendu à 3 ans. Ça m'intéresse de savoir comment il était poulain. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un cheval qui est comme les gens qui seraient hypersensibles. Voilà, ses sens sont multipliés et dès qu'il est dans les émotions, en fait, s'il se sent un peu coincé, il va exploser. À l'écoute de chevaux comme ça, parce que dès que vous voyez les premiers signaux d'émotion, avant, il fuyait. Maintenant, si maintenant je suis pas dans un travail où il est rassemblé. S'il est rassemblé, là, ça peut être très compliqué. Mais si je détecte tout de suite qu'il est dans les émotions, je vais en fait lâcher les rênes Ouais. et je vais le laisser analyser ce qui se passe. Et là, il se passe rien du tout. S'il sent qu'il peut fuir, en fait, il va pas fuir. Si il est Ça va plus. pas bloqué. Ouais, d'accord. S'il est pas bloqué, en fait, ce qui se passe, c'est très simple. La proie, en fait, sa défense première, c'est la fuite. Alors, c'est sa sécurité. Et la sécurité du cavalier, c'est justement qu'il reste avec vous, qu'il ne fuit pas. Et ça ne va pas ensemble. Si le cheval comment dire, sent qu'il n'est pas tenu, il fuira moins s'il a appris, bien évidemment. S'il a appris à analyser d'abord quand il y a une émotion, quand il y a quelque chose qui l'inquiète. Ouais, maintenant, il sait que il a le temps de l'analyser. Et généralement, il l'analyse et il voit qu'il n'y a rien et tout se passe bien. D'accord. Donc, c'est toujours, voilà, c'est comme je dis, il ne faut pas croire qu'avec ces chevaux-là, quand vous réussissez quelque chose, c'est 100% gagné. Il y a toujours un pourcentage de points d'interrogation, quoi. Et c'est là où, quelque part, faut connaître un peu, quoi. C'est pas, il faut bien les connaître, ces chevaux-là, quoi. Alors bon, après, attention, lui, c'est ce cas pour ce cheval-là. Hein, et les cas des chevaux il y a autant de cas qu'il y a de chevaux. Hein, Je peux pas dire que tout ce que j'ai fait avec lui marchera à 100% pour un autre cheval. Alors, comment as-tu mené cette rééducation, justement? Alors en fait, au départ,
au départ, bon, c'était compliqué parce que il se défendait sans arrêt et ça partait vraiment tout le temps rodéo ou machin. Alors du coup, je me suis Mmh. dit bon, je vais me servir du travail aux longues graines et déjà, ce sera plus en sécurité pour moi. Et puis, je vais surtout lui mettre des codes avec les apprentissages Tous où différents. je diminue Ouais. vraiment la pression. Donc, alors ça, c'était la deuxième phase. La première phase, en fait, qui est important, c'est ce que j'explique dans mes conférences, c'est qu'en fait, il faut, si vous voulez créer en fait une relation, d'abord, il faut créer une relation. Si vous voulez communiquer avec quelqu'un, il faut rentrer en relation avec lui. Et la relation avec l'animal, c'est répondre d'abord à ses besoins. Si vous voyez à l'ENE, il y a voilà, il y a pas de prêt, les chevaux n'ont pas de contact entre eux. En fait, on supprime quand même pas mal de besoins naturels. Si vous prenez moi, ce que j'ai fait avec ce cheval, j'ai pris ce cheval-là, je le sors du box, je le mets en contact naso avec un autre cheval, je commence à répondre à un premier besoin. Alors quand j'ai expliqué ça, une fois j'ai expliqué ça un peu sur Facebook, les gens m'ont dit ah bah oui mais c'est ridicule, vous faites ça quelques minutes. Ah oui mais c'est toujours mieux que rien parce Ouais. que les chevaux de toute façon dans la nature ils font pas ça pendant des heures, hein, ils ont des contacts sociaux, mais ça dure pas des heures non plus. Le grattage, le grooming comme ils font, le toilettage mutuel, etc. Ça dure pas non plus des heures. Mais par contre c'est des petits. Alors moi ce que j'appelais pour ce que je faisais c'était peut-être homéopathique. Je l'ai laissé quelques minutes comme ça. J'allais le promener en extérieur. Je le mettais en liberté. C'est pareil, il n'y a pas de paddock. Bah, je le mettais en liberté dans le rond d'Avincourt. J'allais lui faire manger de l'herbe. Donc en fait, j'étais en fait, si on prend un peu les conditionnements, et si on prend le conditionnement pavlovien, j'étais plus neutre par rapport, vous voyez, j'étais devenu quelque chose de positif pour lui. Mmh. Oui, parce que je répondais à des besoins. Et là, j'ai senti qu'il commençait à faire attention à moi, quoi. Que j'étais plus, voilà, quelqu'un qui pouvait éventuellement être un inconvénient pour lui, quoi. Mmh. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé avant, mais je pense que le cavalier qui l'avait eu voilà, quand il était jeune cheval à 5 ans, a certainement dû forcer un peu et le cheval s'est rebellé. Ouais. Mais voilà, l'homme était plus un inconvénient pour lui. Enfin, ils identifient les chevaux, hein. Donc, C'est sûr. pour le coup, moi, j'étais pas un inconvénient pour lui. Et j'étais même devenu quelqu'un d'intéressant. Donc, j'ai pu commencer à rentrer en relation avec lui. Et je me suis dit, bah, je vais travailler avec les apprentissages et en fait diminuer en fait les codes, les signaux, hein, que ce soit les jambes, les mains, les aides, pour à la fin vraiment arriver à quelque chose de très subtil. Parce qu'au départ, il écoutait rien du tout de ce qu'on lui demandait. Il vivait son monde. C'était très très compliqué. Il lâchait la main, il répondait pas aux jambes. Enfin bon, Mmh. c'était vraiment une horreur, hein, à monter, hein. Et puis Mmh. et à la longe, quand on le poussait avec la chambrière, il vous envoyait des coups de cul sans arrêt. Donc vraiment, vous vous dites qu'est-ce que je fais avec cet engin-là. Et J'imagine. bah ouais, non, c'était compliqué. Mais par contre, voilà, à partir du moment où je me suis attelé sur le travail avec lui, je lui ai dit bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, ce qui est important, c'est que si vous voulez, dans une communication, pour moi, c'est un dialogue. Et un dialogue, il y a un émetteur et un récepteur. Et ensuite, il y a le récepteur va devenir émetteur et l'émetteur sera récepteur. Mais ça va dans les deux sens. Mmh. Souvent, je vois les gens travailler leurs chevaux, ils sont dans un monologue complet, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout attention aux signaux que les chevaux sont en train de leur envoyer. On dit les chevaux parlent pas, mais ils s'expriment sans arrêt. Et je vois que les chevaux est en train de dire au cavalier ça ne va pas, ça ne me convient pas, et que le cavalier n'écoute rien et continue dans son truc. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Bah, oui, soit le cheval à un moment donné explose, ou alors il devient apathique, Ouais. résigné, et voilà, quoi. Bon, donc ça colle pas, quoi. Donc faut bien faire attention à ça. C'est qu'on est dans une recherche un peu
relation, de communication, de dialogue. Et là, en fait, moi, j'ai travaillé. Alors, c'est ce qui m'a aidé parce que c'est vrai qu'avant, je travaillais pas tellement avec les renforcements alimentaires, hein, les renforcements qu'on appelle positifs primaires, et ensuite les renforcements qu'on appelle secondaires. Mais Oui. voilà, puisque j'ai appris ça avec ce qu'on a vu avec le DU, ça m'a permis de me dire, bah tiens, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris, voilà, avec Est-ce le que tu peux DU peut-être notamment. repréciser renforcement primaire, secondaire? Tout à fait. Alors du coup, en fait, vous avez deux types de renforcement. Vous avez ce qu'on appelle un renforcement positif et un renforcement qu'on appelle négatif. Souvent, les gens mettent une valeur sur ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire positif c'est bien et négatif c'est mal. Voire Mm. ils vont dire négatif c'est la punition. Ça n'a Mm. rien à voir. Le renforcement positif, c'est juste arithmétique. Le renforcement positif, c'est le sigle plus. Je vais rajouter quelque chose, et notamment là, l'alimentation, voire un mot ou un grattage au niveau de l'encolure. Je rajoute quelque chose. Et le renforcement négatif, c'est juste le sigle moins, c'est-à-dire j'enlève. Et là, pour le coup, c'est j'enlève la pression. C'est ce que les gens font tous les jours quand ils dressent un cheval. Ils font beaucoup plus de renforcement négatif que du renforcement positif. Hein. Je vois Ouais. pas, parce que le renforcement positif, il y a quand même des règles à savoir. Et les gens, souvent, ne les connaissent pas, ces règles-là. Alors, souvent, ça peut tourner aussi au cauchemar après. Hein. Si le cheval vient vous réclamer toutes les 2 secondes une friandise, Oui, forcément, à d'où un moment beaucoup de donné, gens qui les gens, détractent la friandise. voilà, Ouais. ils disent non, non, c'est pas possible, il vient fouiller dans les poches. Donc, quand on connaît les règles, après, c'est beaucoup plus simple. Alors, du coup, moi, pour Red, alors après, les renforcements, on peut les associer aussi. Je peux très bien faire un renforcement négatif et continuer et après faire un renforcement positif primaire. C'est Ouais. pas, voilà, c'est associé. Hein. Mm. Le renforcement du coup positif, c'est ce qui m'a vraiment aidé avec ce cheval-là, parce que ce cheval avait besoin à un moment donné de retrouver une motivation au travail. Mm. Et comme il était gourmand, et comme beaucoup de chevaux sont quand même attirés par l'alimentation, puisque c'est quand même la ressource première dans leur budgétant Ouais. quand ils sont en liberté et ils mangent pendant 15 heures. Mm. Donc c'est la chose la plus importante pour eux. Donc ça, il faut bien essayer de penser sur besoin en fait. Et moi, je pense que le travail donc sur les apprentissages, le travail avec les renforcements positifs et surtout le travail aux longues graines m'ont bien aidé pour me sortir un peu du pétrin dans lequel j'étais avec ce cheval-là, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Et du coup, j'ai transformé tous les signaux qu'il connaissait par des signaux beaucoup plus fins où il y avait presque aucune pression. Par exemple, le souffle, juste pour faire une transition et l'inspiration pour faire une transition montante. Le renforcement positif qui l'a en fait plus motivé à travailler et à comprendre ce qu'on attendait de lui surtout. Mm. Et puis le travail aux longues graines, ça me mettait en sécurité et en fait je pouvais faire après les transferts d'apprentissage sur ce qu'il avait fait aux longues graines et dans le travail monté, parce qu'aux longues graines, Ah oui. j'ai été jusqu'au piafé avec lui, alors que c'était un cheval très très compliqué à faire piaffer. Et j'ai pu aller jusque là. Et puis le travail aux longues graines, le travail avec l'alimentation, ouais, surtout ces deux choses-là m'ont vraiment bien aidé pour régler déjà les premières choses avec lui. Alors Ouais. après, je lui ai appris un tas de choses. Hein, alors j'aime bien en fait leur apprendre des mots pour qu'ils aient une vision claire de ce que j'attends d'eux. Alors surtout dans le D'accord. travail à pied, parce que ça aide quand même. Après, ils font l'association entre un positionnement que vous avez et le mot que vous avez dit. Ouais. Et après, vous avez presque plus besoin de la parole, parce que vous allez vous positionner et eux ont fait le transfert. Mm. En fait, ils ont fait l'association. Et c'est vraiment là où c'est vraiment très intéressant, parce que c'est vraiment un cheval, c'est vraiment très subtil. Hein. C'est vraiment très subtil. Ouais. Ouais, on s'en rend pas assez compte. Ouais, on se rend pas compte. Hein. Ils font preuve. Quand on se rend compte quand même que ces animaux sont arrivés il y a 50 millions d'années. Mm. Et il y a eu une évolution en fait de l'animal. Mais l'animal ne s'est pas éteint. Il y a eu juste une évolution. Mm. Il était grand comme un renard.
Il avait 3 doigts devant, 4 doigts derrière. Il avait une dentition différente et il s'est juste adapté. Il s'est adapté. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a survécu? C'est que, en fait, il a fait preuve de discernement. Au niveau de, justement, comme c'était une proie, il savait se cacher, il savait, voilà. Et 3 choses, il savait s'alimenter correctement, se cacher quand il avait besoin de se cacher parce que c'était un petit animal au départ et c'était pas comment dire, un coursier comme il est maintenant, et se reproduire. Voilà. Et donc en fait, ils ont gardé en fait ces sens-là assez développés comme beaucoup de proies en fait. Et nous, je trouve quand on les connaît mal, on se sert pas assez de tout ça. Moi, par exemple, comme il est toujours en train d'apprendre quelque chose, donc je me sers des renforcements positifs. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des règles dans ces renforcements positifs qu'on appelle primaires, c'est-à-dire premiers au départ. C'est d'avoir une alimentation différente d'une alimentation qu'il a gratuitement à côté. Par exemple, moi, à l'ENE, ils ont pas de carottes. Je lui donne des petits bouts de carottes, mais je lui donnerai pas une alimentation. Voilà. Et puis, il faut qu'ils comprennent aussi que c'est une alimentation pour le travail. Mais s'il l'a en grande quantité quand il rentre au box, il va se dire attendez, vous me donnez 2 bouts de carottes au travail et j'ai 1 kilo quand je rentre. Bon, vous voyez, faut vraiment qu'il fasse la part des choses. Ça, c'est une chose, une alimentation de travail. Moi, je préfère les carottes parce qu'ils les avalent en une fois que les bonbons qui vendent dans le commerce qui peuvent rester pâteux en bouche. Et du coup, ça prolonge en fait, vous voyez, la récompense. Et du coup, après, je trouve qu'ils ne savent pas s'ils sont récompensés à ce moment-là pour exactement une chose précise. Parce qu'en fait, ils ont une mémoire courte, assez courte, qui dure, on va dire, entre 8 et 12 secondes. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous récompensez. À un moment donné, vous dites, je veux récompenser ça, il faut aller quand même assez rapidement pour le récompenser. Donc, ça reste dans la mémoire courte. Il faut comment dire, ensuite, il faut surtout jamais récompenser quand le cheval réclame. Parce que là, vous faites un apprentissage à votre insu. Ouais. À votre insu. Le cheval vient réclamer, vous récompensez. Ben non, ça va pas, ça. Et voilà, donc du coup, il y a ces 3 choses-là déjà à bien connaître. Bon, il y a d'autres petites choses. C'est bien expliqué, voilà, pour ceux qui vont acheter la nouvelle version du livre. Je mettrai le lien. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus. Bon, le renforcement négatif. Alors après, le renforcement qu'on appelle positif secondaire, ça c'est du Pavlov. C'est-à-dire, on va rendre actif un mot ou une caresse qui est moins stimulant. La caresse, on sait qu'elle est moins stimulante que la récompense alimentaire. Les gens pensent que ça suffit pour... Non, ça suffit pas. Elle est agréable, mais elle est moins stimulante que la récompense alimentaire. Ouais. Donc du coup, si vous l'associez à l'alimentation, ceux qui connaissent un peu les principes du conditionnement pavlovien, c'est le chien qui bave quand il voit sa nourriture. Ensuite, on associe la cloche qui est avec la nourriture. Si on met la cloche toute seule, elle est neutre, le chien n'a pas de réaction. Et si on associe la cloche à la nourriture, tout d'un coup, il y a une réaction qui intervient quand on remet la cloche toute seule. Donc, ce qu'il appelle le stimulus qui est neutre devient un stimulus conditionnel parce qu'on l'a mis en association à un stimulus inconditionnel. Et c'est le principe du clicker aussi. Et c'est le principe du clicker, voilà. Et c'est beaucoup de principes comme ça qui sont qu'on connaît pas tout à fait. Enfin, ceux qui n'ont pas fait de biologie ne sont pas censés peut-être connaître ça, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont du conditionnement. Et du coup, forcément, si vous associez la récompense à un mot, bien ou brave ou ce que vous voulez, et à la caresse, c'est le 4e principe dans les renforcements positifs, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je cherchais en même temps, c'est que quand le cheval sait, quand il connaît ce qu'il a à faire, il faut surtout arrêter la récompense alimentaire. Les gens n'ont pas une bonne idée là-dessus. Ils pensent que c'est juste, voilà, maintenant il va falloir récompenser tout le temps. Non, non, non. C'est un outil, c'est un moyen, c'est quelque chose. Pour installer un apprentissage. Et pour installer un apprentissage, quand il a compris, vous arrêtez surtout. Il faut même arrêter. Parce que c'est même moins bon si vous continuez, vous voyez.
Ouais. Ils appellent ça le principe, je sais plus comment ils appellent ça, le principe du casino, c'est qu'il sera récompensé qu'une fois de temps en temps. Ah oui, 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 c'est ça qui fait que tu continues Ouais, à jouer. voilà, c'est ça. Et vous continuez à jouer, c'est ça. Ouais, Et du coup, bon, mais il faut surtout arrêter. Alors, moi, je vois avec Red, quand il a appris, il sait. Et là, après les 5 mois, il a été lui pour le coup, il a été déconfiné. Il est parti à l'herbe. génial. Quand nous on a été confinés, lui il est parti à l'herbe pendant 5 mois. Et quand il est revenu, je me suis dit tiens, ça va être une expérience intéressante pour savoir tout ce que je lui ai appris là, comment ça va. Et en fait, il répondait presque mieux. Ah ouais. Donc une période de repos en fait, stabilise encore davantage les apprentissages en fait. Ouais, je l'ai constaté Ouais, aussi. Ouais. ouais, c'est marrant, hein. Donc Ça, voilà, c'est comme si le c'était cerveau au repos enregistré et puis après tu reviens et boum, il y a des c'est choses ça, qui sortent de manière plus simple qu'avant. C'est voilà, ouais. tout Est-ce à qu'on fait. peut revenir aux longues graines? Je trouve ça hyper intéressant et c'est une expertise qui est quand même assez peu répandue en France, malheureusement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu comment tu t'es formé et de tout ce qu'on peut faire aux longues graines? Enfin, comment tu l'utilises? Alors c'est vrai que on va dire un travail qui est voilà pas très connu ou utilisé parce qu'en fait je pense qu'il manque de professeurs qui connaissent très très bien le travail aux longues C'est graines. sûr. Alors il y a bien sûr tous ceux qui font de l'attelage, mais pour une bonne partie en fait, le résultat on va dire ne sera pas le même que pour le cheval de sport, hein. Oui. Eux ils appellent ça les longues guides, mais ils vont les passer directement dans les anneaux. Enfin, bien souvent, je ne dis pas d'une manière générale, hein, il y en a qui vont faire différemment, mais leur but, c'est quand même de les faire passer dans les anneaux qui sont les plus hauts du surfait, les attacher à la bouche et de pouvoir indiquer au cheval déjà à côté de lui les actions qu'il va devoir comprendre après en attelage. Euh, le travail aux longues graines, moi, je l'ai découvert. Alors, j'ai commencé par la fin, c'est-à-dire que tout de suite, j'ai dû Ouais. me mettre dans le travail, on va dire, académique avec Verdi pour les galas. Donc, il a fallu tout de suite que je comprenne comment il fallait, voilà, diriger le cheval. Moi, j'avais jamais fait de longues graines avant d'être à l'école. Hmm. Et j'ai commencé tout de suite par les longues graines académiques en étant derrière le cheval. Heureusement, lui était savant. Donc, en fait, il a fallu que c'était un peu du presse-bouton, quoi. Il a fallu que je trouve, en fait, ma manière de me positionner, la manière d'agir pour lui demander tous les mouvements qu'on demandait dans Ah les oui. tableaux des longues graines, à savoir quand même presque tous les mouvements qu'ils peuvent avoir dans un Grand Prix, hein. Les D'accord. appuyés, au trot au galop, le piaffe, le passage, les pirouettes, les changements de pied rapprochés. Alors, lui, Verdi, ne faisait pas les changements de pied autant. Et moi, je ne savais même pas comment lui demander aux longues graines. Donc, tout allait bien. Pour ça, on est resté à ce qu'il savait faire, c'est-à-dire les changements de pied aux 2 temps ou aux 3 temps. Mais bon, ça se passait très bien. Et j'ai fait les galas pendant 5 ou 6 ans avec lui. Ouais. Et puis, c'est un cheval fantastique pour apprendre les longues graines. Après, je me suis rapproché, enfin, tout en ayant Verdi, comme Philippe Carle était parti, je me suis rapproché de Vital Le Pourriel, qui était le responsable de la section attelage à l'ENE et qui avait mis une méthode au point. Donc moi, juste avant ça, j'avais commencé les galas en regardant les vidéos et le livre de Philippe Carle. Donc, tu as été complètement autodidacte là-dessus? Alors, autodidacte au début, j'ai pris le bouquin qu'avait fait Philippe Carle et les vidéos. Je me suis débrouillé avec ça. Je voyais qu'il me manquait voilà, quelque chose. Voilà. Je me suis rapproché de Vital Le Pourriel qui m'a expliqué sa méthode. Et ensuite, je me suis dit, tiens, il y a des choses qui sont intéressantes chez Philippe Carle que ne fait pas Vital. Il y a des choses qui sont intéressantes chez Vital que ne fait pas Philippe Carle. Donc j'ai fusionné les deux méthodes, mais quand on fusionne deux méthodes, après, il ne s'agit pas de raccorder les morceaux comme ça, il faut trouver les joints parce que vous pouvez avoir des fuites. Alors, du coup, j'ai cherché en fait pendant des années comment en fait refaire une nouvelle méthode en fait en partant du débourrage Ah jusqu'à oui. mettre un cheval au piaffe, en me servant des deux méthodes, mais en trouvant aussi des choses voilà qui étaient vraiment très très importantes pour que ça se passe facilement. Alors maintenant, je suis beaucoup demandé par la MSA en région sur justement la prévention des risques, où je fais la théorie des apprentissages le matin et des démonstrations de ma méthode aux longues graines.
Alors là, je suis en train d'écrire le livre, justement, pour que les gens ils aient un outil. Alors, j'ai fait 3 Hmm. webconférences sur ma façon de faire. Et bon, je trouve qu'elle est bon, c'est pas parce que voilà, c'est le truc que j'ai trouvé, mais j'ai longtemps cherché quelque chose en fait qui fait que ça se passe plutôt facilement si on suit bien chaque étape quoi. Voilà. Et là maintenant, je continue toujours à travailler, notamment donc avec ce travail aux longues graines, et puis sur les apprentissages. Toujours pour apprendre en fait aux longues graines à chaque fois un mot différent Hmm. au cheval. Par exemple, là, il est en train d'apprendre le mot. Au piafé, de temps en temps, il peut avoir une tendance à s'enfermer un peu. Et du coup, je lui apprends le mot tête. Et quand je lui dis tête, tout seul, il doit redresser sa tête et mettre sa nuque en place et son chanfrein en place. Et ça marche, et ça marche. Le cheval, tout de suite, quand il a compris en fait ce qu'on attend de lui, et avec les renforcements positifs, là, primaires, eh ben, ça fonctionne. Le cheval, à chaque fois que je lui dis un mot qu'il a compris, il le fait. Bon, mais comme je vous dis, hein, au départ, forcément, c'est la relation que vous avez établie avec. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai maintenant. On est passé par plein d'étapes. D'accord. Et ce que j'entendais ce matin, alors ça, je voulais le partager parce que j'écoute le matin France Inter et il y avait un monsieur qui fait du débardage. Et alors il disait, ce monsieur, alors je voulais vous faire partager ça parce que ça m'a vraiment parlé. Il me disait qu'en se mettant dans ce travail de débardeur, il avait réappris le Mhm. mot s'il te plaît dans la langue du cheval. Il disait, on ne peut pas s'imposer devant un animal de 800 kilos et encore plus du coup dans ce travail de travail à pied où on est aux longues graines en fait, dans un travail de débardage. Donc, on est obligé de passer par de développer la complicité avec son cheval. Auquel cas, on ne peut pas travailler avec lui si on n'a pas développé ça. Il disait qu'il connaissait aucun débardeur qui travaillait en force. Il dit c'est impossible avec un cheval qui fait ce poids-là. Ouais. Et que surtout, si on voulait créer l'envie au cheval, de bouger dans la journée son poids, c'est-à-dire 800 kilos. Hmm. Il disait c'est impossible s'il n'a pas envie de bouger Ouais. ses masses d'arbres, etc. Alors et vraiment, je me suis dit mais voilà, vous voyez, ce sont des gens en fait qui reviennent au travail de la terre avec les animaux, de ce qui se passait dans le temps donc chez l'agriculteur avant la motorisation. Hmm. Et il y avait vraiment une connivence, il y avait vraiment une relation, il y avait une complicité. Et c'est ça qui est vraiment à la base, à la fin, qui reste en fait. Tous les souvenirs que vous allez garder avec un cheval, ou même n'importe quel animal, c'est les souvenirs de la relation que vous avez eue avec lui. Vous pouvez dresser des 100 chevaux si vous avez aucune relation, il vous restera rien à la fin. Enfin, c'est pour ça que je dis aux jeunes, mais travaillez là-dessus, vous n'aurez que de la satisfaction. Travaillez sur la relation que vous voulez créer avec votre animal. Si vous le prenez pour une mécanique, autant faire autre chose, hein, autant faire de la moto, du vélo, enfin ou du sport automobile, mais c'est pas la peine. C'est l'intérêt de travailler avec les animaux, c'est justement cette relation que vous allez avoir avec eux. Hmm. Voilà. Et ça, Et la complicité, ouais. Pardon. non, non, j'allais dire, et ça, du coup, tu l'enseignes donc aux enseignants en formation. Est-ce que ça trouve aussi un écho auprès des instructeurs, des écuyers du cadre noir déjà expérimentés, ce discours voilà, qui mêle l'éthologie, la tradition française, etc. Ouais. Bon, alors, le fait que moi je suis passé à la formation, j'ai beaucoup moins de liens et de Hmm. rapports avec mes collègues qui sont de l'autre. Moi, je suis dans une écurie, voilà, différente et je travaille souvent dans les structures qui sont à l'opposé Ah oui, d'accord, de là où travaillent les écuyers de dressage qui eux font tous les reprises du cadre noir. d'accord. Donc, voilà, toute la journée, on est dans deux endroits différents et Ouais, c'est des je vois pas structures tellement ce que différentes. je fais. Hmm.
Ouais, c'est ça. C'est que voilà, comment dire, on a chacun, on va dire, un rôle dans D'accord. l'école et on n'est pas sur les mêmes Ouais. structures. Alors après, voilà, les gens savent ce que je fais aussi hein, avec les chevaux. Ceux qui sont vraiment intéressés viennent me voir en me disant tiens montre-moi etc les longs graines etc et là je le fais vraiment avec plaisir, on discute. Mais c'est vrai que pour la grande majorité, ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de choses à sortir, ils ont pas mal de cours et du coup, on n'a pas vraiment beaucoup d'échanges, Ouais. sur, le temps ou, voilà, d'échanges sur tout ça. Bon, voilà, après, c'est comme ça. Les élèves, oui. Alors les élèves, je sens qu'on est, dans une, comment dire? Une mouvance encore, Ouais. hein et ça on le sent bien au niveau de la société aussi, hein, sur tout ce qui est, bien-être de Ouais. l'animal. On en parlait, ouais. Ça démarrait déjà il y a oui, ça démarrait déjà il y a quelques années. Je ne sais plus en quelle année, est passée, la loi, justement où, on considère, l'animal comme un être sensible C'était il y et a plus 2 comme un ans, meuble. 3 ans peut-être? Heu, Mmh. voilà, je pense que ça devait être ça, ça devait être, en Mmh. 2017, je pense. Alors depuis 3 ans, c'est vrai que, on voit bien qu'au niveau de la société, on regarde d'un œil un peu plus bienveillant, la condition animale, hein, il y a eu suffisamment d'actions qui ont été faites, ça a commencé, par la condition peut-être des poules, après des cochons et cetera et bah, oui, Ouais, ça mais commence. ça intéresse un peu plus les gens, en fait, de ce qu'ils consomment Oui. aussi à la fin, quoi et bon. Alors maintenant, on est, et c'est vrai que je donne quelques cours, d'histoire. Je suis pas historien, hein, mais voilà, j'ai quelques notions, d'histoire et c'est vrai qu'on voit que dans l'histoire, il y a eu, pas mal de transitions, hein. On est Mmh. passé, du Moyen Âge à la Renaissance. Toute cette équitation qu'on appelait de cours, elle a duré quand même, jusqu'au 19e siècle. Après, on est passé, au niveau du sport. Et puis après est arrivé le loisir, et cetera. Mais il y a eu pas mal de transitions, voilà, qui se sont faits, voilà, automatiquement un peu rien que par rapport, par exemple, à l'armée, quand est arrivée la poudre, de canon, hein, où les chevaliers se sont fait ramasser, je ne sais plus à quelle bataille, si c'était Crécy ou Bouvines, je ne sais plus, mais comment, ils ont dû changer les méthodes, en fait, après. Et là, on voit qu'on est dans une transition, actuellement et notamment avec les animalistes. Et là, on voit qu'on est dans une, transition où, arrivent, les naturalistes, enfin oui, qui vont voilà, dire: «Attention, nous on va regarder, ce qui se passe avec les Mmh. animaux, est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de la bientraitance? Est-ce qu'il y a du bien-être?» et cetera. Et c'est vrai que ça ruisselle un peu sur tout le monde, hein, sur le public et les gens, maintenant vont faire de plus en plus attention, à ce qui se passe Oui. avec les chevaux. Donc il faut former justement les enseignants, heu, à À se préparer? comment dire? Aux nouvelles connaissances, que ça soit en éthologie, scientifique, que ça soit en biomécanique, que ça soit en médecine vétérinaire, que ça soit il faut et puis surtout, l'éthologie. Alors l'éthologie, c'est assez vaste, hein, ça parle, du logement, du cheval, et là on le voit de plus en plus. J'ai un ami qui fabrique, enfin qui est le fabricant en France des écuries actives et il m'a dit, voilà: Ouais. «J'ai mon carnet de commandes qui se remplit de plus en plus». Ah ça, c'est sûr. Il disait dans le temps, les gens, téléphonaient aux écuries pour savoir s'il y avait un manège. Maintenant, ils téléphonent pour savoir s'il y a un paddock. Ouais. Donc on voit qu'il y a ce mouvement-là et il faut que les enseignants vraiment, soient sensibilisés, sur cette, approche, on va dire, du bien-être du cheval, Mmh. une meilleure connaissance de l'animal pour répondre à ses besoins, et cetera, quoi. Arriver à mêler, le la connaissance du cheval, l'équitation de tradition et les nouvelles connaissances scientifiques, c'est peut-être un peu ça la clé du nouvel enseignant de demain? C'est ça, c'est exactement ça. L'équitation, pour moi, il y a eu une confusion à un moment donné où quelqu'un a sorti une méthode de dressage où on a enfermé les chevaux. Mmh. Cette personne, voilà, c'était sa méthode. Comme cette personne a gagné avec cette méthode, tout le monde
c'est dit ah là là, c'est le secret, c'est la potion magique, il faut faire ça. Et là, il y a une confusion terrible par rapport au fonctionnement du cheval. Et après, alors il y a la confusion, et le pire, c'est après les certitudes. C'est les gens Hmm. sont certains, voilà, que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Alors bon, on sent que là maintenant, tous ces problèmes d'enfermement du cheval qu'on appelle l'hyperflexion, et dans sa partie la plus accentuée qu'on appelle le roll-cure, va finir par disparaître complètement. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, alors souvent c'est long, hein, tout ce qui s'est passé de toute façon dans l'histoire de l'équitation, ça a toujours été un peu long, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Souvent ça s'est calculé sur un siècle. Bon, là j'espère qu'on mettra pas un siècle à sortir du roll-cure, mais Une ça ira plus génération au moins. rapidement. Mais de Hmm. toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde l'histoire, on a toujours été, à partir du moment où on a commencé à monter à cheval, on a toujours été à un moment de l'art. Forcément, sauf dans la partie Moyen Âge. Mais après le Moyen Âge, on a toujours été en fait dans faire attention en fait à ce que le cheval ait plus de confort pour travailler, qu'on répondait plus à ses attentes, et qu'on regardait tout le temps en fait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer sa condition. On a allégé les morts, on a allégé les éperons, on a allégé les selles, on a commencé à sortir des chevaux, peut-être plus récemment, des stalles. Enfin, on a toujours travaillé pour essayer de mieux connaître l'animal et répondre plus à ses besoins. Ouais, Donc là, en fait, c'est pour ça que faut tous pas ces côtés s'arrêter. de hyperflexion et roll-cure disparaîtront complètement, parce que ça a été le grain de sable qui s'est mis dans l'engrenage à un moment donné, mais qui n'avait rien à faire là. Hmm. L'équitation de tradition française qui existe depuis maintenant, voilà, des siècles, hein, et qui a évolué au fur et à mesure des siècles. Et c'est vrai que ce que les derniers maîtres ont écrit, il ne faut rien changer. Tout est là. Hmm. Un maître comme Nuno Oliveira, lui, il avait tout lu, il avait tout testé, et il arrivait à faire des choses avec les chevaux qui étaient vraiment fantastiques. Il faut rester dans cette idée d'équitation qu'on peut appeler classique, parce que voilà, elle a été quand même, comment dire, répandue dans beaucoup d'endroits. On l'a appelée équitation française parce que c'est les Français au XVIe siècle qui sont allés la récupérer dans les académies de Milan, en Italie, et qu'après ça, tous les nobles d'Europe venaient en France pour avoir cette connaissance, et ça jusque la Guérinière. Mais elle est classique. Hmm. Et cette équitation, elle répond vraiment aux besoins du cheval, c'est-à-dire à son inné locomoteur. Toutes les connaissances qu'on peut regarder maintenant, qu'on a fait en locomotion, et que ça soit même sur la connaissance de l'apprentissage, eux l'avaient fait d'une manière Tout était peut-être là. par essai-erreur, mais Ouais, tout y était. On ne peut que ouais. valider en fait ce qu'eux ont trouvé sans avoir les connaissances, hein. C'est ça qui On est ne fou. peut que les valider. Ouais, Mais maintenant, on a les preuves. On peut dire que l'hyperflexion, c'est dangereux pour le cheval. On peut dire que ouais. les museroles serrées, c'est dangereux pour le cheval. Et on peut le dire. Hmm. Avant, bon, voilà, on le devinait parce qu'à un moment donné, les chevaux allaient moins bien. Mais maintenant, les tests scientifiques sont faits. Donc c'est ça, c'est maintenant qu'il faut s'appuyer sur les nouvelles connaissances, et surtout, alors il y en a beaucoup hein, de nouvelles connaissances, mais la biomécanique et l'éthologie scientifique, c'est à l'heure actuelle où on a maintenant voilà, des auteurs qui produisent beaucoup de livres là-dessus, et ce que je dis aux enseignants, mais plongez-vous là-dedans, ayez une très bonne connaissance, et vous allez vous amuser, parce que là, vous allez pouvoir démonter le moteur et remonter le moteur et savoir où on met l'huile. Hein. Ah oui, C'est pas plus c'est net. compliqué. Euh, du coup, comment toi tu vois l'avenir, là, la relation homme-cheval à l'avenir, même le secteur de l'équitation finalement, le monde de l'équitation, comment tu penses que ça va évoluer? T'as déjà beaucoup évoqué des éléments, mais Ouais. Alors, si les gens comment dire, travaillent là-dessus et répondent, les besoins pour moi dans l'avenir de la clientèle, et là elle démarre, hein, ce sera une meilleure
quand même connaissance scientifique, en fait. Enfin, je parle là peut-être pour les adultes, et pour pouvoir, s'ils deviennent propriétaires, ne pas faire de bêtises avec leur cheval. Et pour les jeunes, je pense que ça va être bon. De toute façon, forcément, si les poney clubs, ça restera toujours l'apprentissage par le jeu, etc. Les petites compétitions ensuite. Mais je pense que l'enseignant, à la base, l'enseignant, pour moi, il doit vraiment, après son BP, travailler sur les connaissances. Mm. Le BP est un diplôme qui permet justement d'enseigner. C'est plus un diplôme pour moi d'animateur. Mais peu importe. Maintenant, il y a quand même une personne dans une région, si elle est vraiment motivée, elle va voir un cavalier, elle va dire voilà, j'ai passé mon BP, mais j'aime bien ce que vous faites, est-ce que je peux vous regarder un jour, à force de venir regarder, la personne va dire bah tiens, je vais te faire monter sur un cheval. Ça se passe toujours comme ça. Si la personne elle est motivée, on va lui ouvrir les portes, hein, c'est évident. Et je pense que le BP, alors je souhaiterais que ce diplôme en fait revienne sur le niveau qu'on avait au niveau du BE1, qui était plus élevé au niveau du niveau, parce qu'il est évident que c'est un métier, c'est pas voilà, c'est le métier d'animateur, c'est forcément une chose, mais vous n'avez pas que ça quand vous enseignez l'équitation. Il n'y a pas que l'animation. Vous avez affaire à des adultes qui sont pas là pour faire des jeux ou faire que ça, quoi. Donc, j'espère que voilà, le diplôme évolue sur une meilleure connaissance et surtout au niveau de la pratique où on puisse la faire connaître en fait cette pratique au niveau de cette équitation classique, pour que les jeunes vraiment aient une idée, une vision très claire de la gymnastique qu'il faut donner à un cheval pour la construction d'un 4 ans, 5 ans, 6 ans et ensuite. Alors forcément, un BP, on va pas lui demander de dresser un cheval au Grand Prix de dressage, c'est pas le but. Mais il doit avoir une bonne connaissance de la gymnastique. Il doit donner qu'est-ce qu'un 4 ans doit savoir faire, qu'est-ce qu'un 5 ans doit savoir faire, qu'est-ce qu'un 6 ans doit savoir faire. Il doit avoir une bonne connaissance, on va dire, jusqu'au début peut-être du rassemblé. Il doit commencer à avoir une petite idée du rassemblé. Et puis après, ça continue. S'il va passer son DE, et là, il faut qu'il y ait une vraie notion de ce que c'est que le rassemblé. Et puis, ça continue. S'il va sur le DES, alors là, il faut vraiment qu'il y ait une très, très bonne notion. Au-delà de la formation de terrain, quand on a préparé cet enregistrement, tu me disais s'informer ne coûte rien avec Internet. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de connaissances et beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur Internet et ensuite aller sur le terrain, compléter vraiment la pratique. Complètement. Alors, bien évidemment, on voit beaucoup de choses et des choses qui sont un peu ordinaires. Mais à partir du moment où, pendant leur BP, on va leur donner les bases sur cette équitation qui respecte l'inné locomoteur du cheval, ils vont avoir les notions. Et après, ils iront chercher avec cette sensibilité-là. Et ils ne regarderont pas les chevaux qui sont enfermés ou les chevaux qui sont voilà, maltraités. Ils regarderont ce qu'ils ressentent au niveau d'une harmonie, au niveau du travail du cheval. Et là, par contre, moi, à mon époque, il n'y avait pas Internet. Hein. C'est sûr qu'il fallait courir pour aller voir les gens travailler. Il fallait acheter les bouquins. Et, voilà. Bon, moi, je continue à acheter les bouquins parce que je trouve que c'est toujours intéressant l'expérience des autres et il y a toujours quelque chose à prendre. Bon, c'est un peu ma façon de faire depuis le début. Mais comment dire, là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, celui qui veut, il peut, hein, c'est évident. Hein. Moi, je suis jamais avare des conseils quand je vais faire des stages ou au contraire, hein, celui qui a envie, je vais lui donner. Je confirme. C'est évident. Alors voilà. Alors pour moi, c'est ce que je dis. Là, j'ai démarré donc avec un expert de l'association qui s'appelle l'APM, ça veut dire Association Progrès Management. C'est une association qui regroupe 7500, 8000 chefs d'entreprise en France. Et il y a 4 ans de ça, on a démarré à l'ENE des stages justement entre l'analogie du management entre le cheval et le management en fait dans l'entreprise. Ce monsieur avec qui je travaille, qui a été nommé expert, qui connaît très bien l'entreprise et il connaît très bien les apprentissages du cheval, il dit c'est pas très compliqué. Si vous prenez le rôle, et il faut que chacun soit dans son rôle. Si vous prenez le rôle d'un enseignant, lui, il doit avoir une très bonne vision de ce qu'il va enseigner,
de ce qu'il veut obtenir de son élève ou si c'est en même temps un cavalier, ce qu'il veut obtenir du cheval. Donc là, lui, il est le champion du monde de la vision. Si on prend d'un autre côté le cheval, lui, il est le champion du monde de la perception. Comme c'est une proie, il va dans le ressenti. Par contre, il n'a aucune vision au départ de ce qu'on attend de lui. Donc si on fait, une flèche, d'un côté l'écuyer n'a pas fait un travail sur le ressenti de l'animal, il sera sur le point le plus bas du trait de la vision du cheval. Donc ça fait une croix. Et l'élève sera au centre de la croix. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre d'un côté ce que lui demande le professeur, c'est-à-dire qu'il aura une partie de la vision, et il aura une partie, lui, de la perception du cheval. Et qu'est-ce qui va faire monter, en fait, le cavalier en progression ? Eh bien, c'est quand, en fait, le professeur va monter au niveau de la perception, au niveau du ressenti du cheval, et quand le cheval va monter, lui, au niveau de la vision de ce qu'on attend de lui. Donc, c'est pour ça que ce qui est très important, c'est quand chacun est dans son rôle. Et quand chacun est dans ce rôle, ça match. Si le cheval a un bon ressenti des choses, si le cavalier, si le professeur a une bonne vision de ce qu'on attend de lui, eh ben, si le professeur s'intéresse justement à travailler sur le ressenti et la perception, et si le cheval comprend mieux ce qu'on attend de lui, eh ben, tout d'un coup, ça fonctionne tout seul. Chacun est dans son rôle et l'élève va progresser. Si on le prend au niveau de l'entreprise, d'un côté, à la place de l'écuyer, c'est le chef d'entreprise. Il a la vision de ce qu'il veut faire pour son entreprise. De l'autre côté, au niveau de la perception, c'est l'employé. Et au milieu, ce sera le manager. Et je pense que chacun en fait doit se nourrir en fait de ça, c'est-à-dire le professeur, d'avoir une vision très claire, et ça passe par la théorie. Il doit apprendre d'abord la théorie, comme les élèves doivent apprendre la théorie, ensuite la mettre en pratique, mais avoir une vision très claire de ce qu'on attend du cheval, de ce qu'on veut d'attendre d'un 4 ans, d'un 5 ans, comment on va faire pour le mettre dans les attitudes. Et d'un autre côté, le cheval doit comprendre exactement ce qu'on attend de lui. Si moi j'avais ces problèmes avec Red au départ, c'est que c'était une incompréhension pour lui, tout ce qu'on pouvait lui demander. Voilà. Et si on travaille comme ça, je pense que dans l'avenir, on arrivera à faire des choses certainement très très sympas. Et voilà. Et alors en plus pour l'avenir, ce que je pense aussi, c'est qu'on va développer aussi ce côté cheval médiateur. Ça, c'est évident. Et que ça soit au niveau de l'équithérapie, que ça soit au niveau de l'entreprise, que ça soit au niveau de beaucoup de choses. Et je pense que son rôle, vous voyez, autant le cheval, il a été le cheval de guerre, le cheval de labour, le cheval de travail, le cheval, et après ça a été le cheval de loisir, le cheval de compétition, et il le sera encore. Mais depuis maintenant quand même plusieurs années, hein, il est autour de l'équithérapie, etc. Mais son rôle dans ce côté-là va encore se développer plus. Pourquoi ? Parce que il est le champion du monde. Il est le champion du monde de justement du ressenti, et va pouvoir apporter énormément de choses sur de ce côté-là. C'est clair. Et parce que les humains, j'ai l'impression, en ont de plus en plus besoin aussi. Pas forcément parce qu'ils ont des handicaps, mais dans la vie de tous les jours, en développement personnel, en management, ça s'applique à tellement de champs différents. Et je pense que plus on va augmenter les technologies, on entend la 5G, etc., c'est-à-dire que plus on sera connecté à autre chose qu'à soi, et plus on aura besoin de reprendre des ressources au niveau de la nature. Et là, le cheval a un très grand rôle à jouer de ce côté-là. C'est très intéressant. Mais ça, c'est évident, c'est à coule de source. Je vais dire, la balance, à un moment donné, elle va basculer, c'est sûr. Et puis là, on est parti vraiment avec la 5G sur beaucoup de choses qui vont être connectées. Donc, je pense que ce qui nous ramène en fait à nous, c'est un animal, c'est évident. Ils ont un côté instinctif, intuitif, beaucoup plus développé que nous. Et on dit que le cheval est le miroir de l'homme. Oui, à un moment donné, l'homme aura besoin de, on va dire,
revenir un peu en lui parce qu'il sera tellement déconnecté à un moment donné qu'il aura besoin de revenir dans ses bottes. Mm. Et puis le cheval va l'aider à être vraiment dans ce qu'on appelle maintenant la pleine conscience ou l'instant présent, etc. Parce que si vous voulez, l'animal nous emmène sur ce registre-là. Pourquoi? Parce que lui, c'est le champion du monde de l'instant présent. Et du coup, si vous n'êtes pas, moi j'appelle ça la bonne fréquence avec l'animal, ou Ah oui. c'est comme une fréquence de radio. Si on n'est pas sur la bonne fréquence, ça grisouille. Et ça grésille, oui. Et à un moment donné, hop, on est dans la bonne fréquence parce qu'on est on est dans les savoir-être. Et là, à un moment donné, alors moi, je peux en parler parce qu'avec les chevaux compliqués, c'est évident qu'il faut y être. Autrement, vous prenez, tu sais, quand vous prenez un coup, vous dites souvent, je l'ai pas vu arriver. Bah oui, vous n'étiez pas là. Voilà, et voilà, il fallait être juste présent à ce moment-là. Donc, et ça pour moi, ça va être le rôle du cheval de ramener en fait les gens à essayer de retrouver des ressources en eux, et surtout d'être bien dans cette concentration. Alors avant, on appelait ça l'attention, la concentration. Aujourd'hui, on appelle ça la pleine conscience ou l'instant présent. Mais voilà, peu importe. C'est d'être là et c'est d'être dans la bonne présence. Ouais. Et ça va être l'avenir, à mon avis. Ouais, je suis assez d'accord, et je trouve ça assez. Il y a un côté un peu poétique à ça, je trouve, quelque part. Ouais, quelque part, je pense que ça va faire du bien aux humains de revenir à des choses essentielles, et notamment le respect de la nature, écouter la nature. Bon, forcément, les animaux en font partie, et de retrouver des racines, en fait. Parce que quand on est déraciné, à un moment donné, on va pas bien, c'est clair. Ça termine. À la fin, de toute façon, ça termine pas bien du tout. Donc, on prend des médicaments, on va aller voir les psys, les thérapeutes, etc. Bon. Ouais. L'animal, voilà, il va pouvoir peut-être avoir. Alors, par contre, bien évidemment, il faut être bien accompagné, et c'est là où on verra peut-être des métiers nouveaux arriver autour de autour de ces questions-là. Ça, c'est clair. Super. Il faut être bien accompagné, parce que là, c'est évident qu'on verra de tout aussi. Ça ouvre de belles perspectives. Ça ouvre des belles perspectives, tout à fait. Et de toute façon, voilà, on est toujours en mouvement, et à un moment donné, il faut être dans le bon mouvement. Alors, si les auditeurs veulent aller plus loin et profiter de ton approche et de tes enseignements, comment ils peuvent faire? Alors pour les professionnels, il y a les stages à l'ENE, comme je dis, il y a le CEP. Après, au niveau de l'IFCE, on diffuse énormément sur les sites comme Equipedia. Oui. Donc là, il y a beaucoup de choses donc mis en ligne. EquiVOD, mais vous avez aussi sur Equipedia les informations. Donc chaque professeur, on nous sollicite à produire des choses. Je vous dis, moi, il y a ce livre qui va bientôt sortir. Bon, après, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Venir te voir à l'ENE, il y a le bouquin, il y a les webconférences, il y a beaucoup de contenu. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis pour les professionnels, je recommande vraiment le stage enseignant. Moi, j'avais trouvé ça passionnant. Oui, alors par contre, effectivement, j'ai parlé du CEP, et j'ai pas parlé du stage s'améliorer dans son métier d'enseignant. Il y a quelques semaines dans l'année, et c'est vrai, où on fait le tour un peu, on fait le point avec les enseignants, c'est le stage que tu as fait. On fait le point avec les enseignants sur leurs besoins, et on les fait travailler justement sur leurs besoins dans les 3 disciplines et en péda. Donc ça permet de faire à un moment donné dans sa carrière un petit break, et puis penser à soi, parce que c'est des métiers où on pense plus aux autres. Et à un moment donné, ça fait du bien, et de reprendre des nouvelles connaissances, et puis on repart regonflé à bloc, voilà. Ouais, et voilà. Et toi, c'est ce qui t'a permis aussi de développer tout ce que tu as développé certainement à côté, mais c'est quelque chose qui devait certainement germer depuis un moment. Mais bravo pour ta vision des choses, et puis ce que tu apportes pour le métier. Ah, merci beaucoup. Ça me touche.
Eh ben écoute, Olivier, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé tout ce temps. C'était passionnant et je suis vraiment encore une fois très honorée de t'avoir eu pour cet épisode. Je mettrai tous les petits liens en commentaire de l'épisode et puis peut-être à bientôt à l'ENE ou ailleurs. Merci à toi et à bientôt alors. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Vous l'avez compris, Olivier est une personne passionnante et passionnée. On a abordé de nombreux sujets, mais si je suis honnête, on aurait pu parler pendant des heures autour de son parcours, de sa vision, de l'éthologie, de l'équitation de tradition et de la relation homme-cheval sur lesquelles on se rejoint beaucoup. J'espère que, comme moi, cet échange avec Olivier vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller fouiller dans les notes de l'épisode pour approfondir les concepts, les idées que nous avons rapidement abordées dans l'épisode. Il y a entre autres les webconférences de l'IFCE sur les mécanismes d'apprentissage chez le cheval, les longues graines, les stages à l'ENE, tout le travail de rééducation de Red, son cheval, à travers également son livre, et bien sûr les stages enseignants, si cela vous intéresse au sein de l'ENE. Dernière précision, nous souhaitions corriger une petite coquille qui s'est glissée dans l'épisode. Au moment où Olivier parle de naturaliste, il fallait bien sûr comprendre animaliste. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à écouter les autres, vous abonner au podcast bien sûr, et mettre un petit 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast. Ça aide Equidé à se faire connaître. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon là où vous êtes, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Equidé le podcast.